Parlons économie sur Carac et Radio Lac. Le Focus. Bonjour Jean-Marc Gouchetti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes formateur en entreprise. JMG Formation, c'est le nom de votre entreprise. Qu'est-ce que vous nous proposez de regarder vers le futur ? Voilà, donc 2024 est une année particulièrement marquée par toute une série de crises et de changements. Et la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain ? Et après avoir étudié de manière assez approfondie la prospective, donc qui est une discipline qui permet de réfléchir à l'avenir, d'explorer des futurs possibles, j'ai identifié des leviers pour aider les PME à trouver de nouvelles opportunités d'affaires en appliquant les méthodes autour de la prospective et en étant capable d'avoir une vision plus claire du monde de demain. Mais on fait ça comment ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez cette information que tant d'autres aimeraient avoir ? Alors, je vais vous répondre de manière indirecte en vous racontant l'histoire de deux dieux grecs de l'époque antique. C'est pas encore le futur, là. C'est pas encore le futur, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, les Grecs avaient deux dieux. Un premier, Chronos, qui était donc le temps prévu, logique, structuré, organisé et planifié. Et ça nous renvoie à l'organisation des entreprises telles qu'elles fonctionnent. Et puis, il y avait un deuxième dieu, un dieu de l'inattendu, qui était Kairos, qu'on représentait par une sorte d'ange avec une longue chevelure blonde. Et face à Kairos, en fait, il y avait trois attitudes possibles. La première, c'est qu'on ne voyait pas Kairos passer, parce qu'il passait très vite. Deuxième, on le voyait passer, mais on n'avait pas le réflexe de le saisir. Et troisième possibilité, eh bien, on était capable de saisir la chevelure de Kairos, donc de saisir l'opportunité. Et c'est bien ça dont il s'agit, puisque le problème que moi j'identifie au quotidien avec des chefs d'entreprise, de PME ou d'organisation, c'est qu'ils ont tellement le nez dans le guidon qu'ils en ont plus le temps de réfléchir à l'avenir. Et pourtant, comme disait Woody Allen, l'avenir, c'est là où je vais passer le restant de mes jours. De quoi sera fait l'avenir ? Ça change d'entreprise en entreprise, les choses s'adaptent, ou est-ce qu'il y a déjà une fresque que l'on peut peut-être partager ? Alors, si on prend les principes de la prospective, donc cette discipline qui est très présente aux États-Unis, qui est très présente en France également, et qui, de manière assez étonnante, n'est pas présente en Suisse. Il semblerait que les entreprises suisses, je parle des PME, avec leur créativité, leur organisation, leur volonté et leur efficacité, n'ont pas forcément besoin du très long terme. Elles arrivent à se débrouiller. Il y a quand même des exemples assez intéressants en Suisse. J'aimerais vous en citer deux. Des entreprises qui ont, il y a une dizaine d'années, identifié des pistes et des tendances possibles. C'est toujours des paris. Donc, en fait, en prospective, on va s'intéresser aux signaux faibles, et on va imaginer qu'ils peuvent se transformer en tendance ou en méga-tendance. Et il y a une dizaine d'années, On Running, donc une marque de chaussures de sport, s'est dit, il y a probablement un marché à développer dans les chaussures performantes et confortables. Et avec cet angle-là très précis, ils ont réussi à cartonner et à obtenir les résultats qu'on connaît. Deuxième exemple. Avec Roger Federer, je le précise quand même juste pour dire le type d'investisseur qui est chez On Running. Ouais, par exemple. C'est Kairos. Exactement. Ils ont vu l'opportunité dans Roger. La chevelure blonde de Roger. Deuxième exemple, Sensefly, donc une PME à Lausanne, qui a une dizaine d'années s'est dit « Ah, mais les drones, ça peut être quand même super tendance, ça peut devenir quelque chose d'important ». Aujourd'hui, Sensefly est le numéro 1 mondial dans le domaine des drones industriels, et en particulier ceux liés à l'agriculture. Mais ça veut dire que, comme vous l'avez dit à la pause avec Christophe Colomb, facile, mais... Oui, c'est simple, il suffisait d'y penser. Voilà, on est toujours plus intelligent après, mais avant, c'est toujours des paris. Donc la prospective, c'est ça, c'est identifier des signaux et faire un pari et imaginer un futur probable et raisonnable. Avec une certaine prise de risque. Toujours, mais ça, les entrepreneuses et les entrepreneurs savent bien faire. Ils ont tout à fait la possibilité, ils le font, de courir plusieurs chevaux en même temps, et voilà, c'est
c'est la vie. Mais la prospective permet de clarifier un certain nombre de points et d'aligner les efforts de l'organisation et de l'entreprise dans cette direction-là, de mettre tout le monde d'accord. De trouver sa niche d'une certaine manière, mais à quel moment est-ce qu'on sait qu'il faut continuer à courir sur les lèvres d'une certaine manière, ou alors arrêter parce que finalement ce n'était pas le bon signal à suivre? Vaste question, hein. Si on prend l'exemple des années 80-90 avec Kodak, qui identifie la tendance du digital, ils analysent et ils disent non, c'est pas pour nous, on le sent pas. Après avoir investi plusieurs millions de dollars là-dessus. Ils avaient un prototype d'ailleurs. Hein. Ils avaient un prototype, voilà. Ils laissent tomber. L'histoire a mis en évidence qu'ils ont laissé tomber un peu tôt. Nous, on ne laisse pas tomber cette émission. On se retrouve dans un instant. Parlons économie. Sur Carac et Radio Lac. Le Focus. C'est Jean-Marc Gouchetti qui est toujours avec nous, formateur en entreprise JMG Formation, pour retrouver ce que vous proposez aux entreprises, aux entrepreneurs également, la prospective des ateliers du futur également. Bref, pour appréhender demain, c'est encore mieux si on peut le connaître d'une certaine manière, en analysant différents signaux. Vous nous en parliez il y a quelques instants, des signaux forts et puis des signaux faibles. Mais c'est quoi un signal faible? Tous les signaux sont des signaux faibles. Oui, au début, tous les signaux sont faibles. Et l'écoute qu'on va avoir du marché, des opportunités, la sensibilité qu'on peut développer, la curiosité sont des facteurs décisifs pour capter ces signaux faibles. Je vous donne deux exemples. Le premier, un peu dramatique, hein, c'est celui de la navette spatiale Columbia qui, vous savez, a explosé malheureusement et a fait 7 morts. Un ingénieur avait fait une présentation PowerPoint 4 mois auparavant, et dans la 38e diapositive, au fond à gauche, il y avait un warning sur l'efficacité douteuse des tuiles thermiques. Donc, c'était un signal, et il n'a pas été pris en compte. Bon, donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on change totalement de sujet, on va dans les Alpes, et là, il y a un paysan un peu geek qui avait installé pour son chien dans la maison un panneau pour que le chien puisse rentrer avec son collier de manière automatique. Et il s'est dit, je pourrais appliquer ça aux vaches, parce que les vaches sont toujours en train de demander qu'on les traite, font du bruit au milieu de la nuit, tout le monde qui se réveille, c'est compliqué. Bon, donc je vais équiper les vaches d'un collier, et la vache va se diriger directement vers le lieu où une traite automatique a lieu. Et donc il pilote ça avec son smartphone, et puis il peut faire sa nuit de manière claire. Bien, ça c'est un signal faible, parce que pour l'instant c'est le seul à le faire. Mais peut-être que demain, ça peut devenir une tendance si le monde de l'agriculture, si les éleveurs se disent « mais ça, c'est une solution vraiment intéressante ». Voilà, ça, c'est un exemple. Donc, on ne sait pas quand des signaux vont devenir des tendances, mais on voit assez rapidement des choses se développer. Ça peut être des nombres de followers, ça peut être un nombre d'investisseurs. Ça peut aller très très vite, hein. Si vous prenez l'intelligence artificielle avec le début de ChatGPT, ils ont fait 1 million d'utilisateurs au bout du 2e jour et 100 millions en une semaine. Donc ça va très vite, faut être prêt à identifier et à prendre des décisions. Justement, quand quelque chose comme l'intelligence artificielle vient révolutionner à peu près tous les marchés, j'imagine qu'il faut peut-être un peu pivoter par rapport à ce qu'on s'était dit. Oui, c'est une nouveauté, c'est une rupture. Alors, l'intelligence artificielle existe depuis des dizaines d'années, hein, mais sous la forme... La forme générative, comme on la connaît maintenant, les LLM. C'est quand même relativement nouveau. Et c'est vrai que ça revisite absolument tout. Vous avez les chauffeurs routiers nord-américains, il y en a 3,2 millions. Ils sont sur un siège éjectable, parce que il y avait déjà les projets de véhicules autonomes. Maintenant, l'intelligence artificielle arrive. Donc, voilà, les prévisions au niveau mondial sur l'intelligence artificielle pour 2024, c'est moins 200 plus 100. Ça veut dire moins 200 millions d'emplois vont être détruits et plus 100 millions d'emplois vont être créés. Donc, on voit bien que c'est une énorme révolution. Et c'est un signal faible qui est devenu une tendance, qui s'est transformée aujourd'hui dans une méga tendance. Avec des espèces de responsables de flotte dans un camion, et les autres derrière seront automatisés. Voilà à quoi pourrait donc ressembler le futur. Ça prend combien de temps pour le connaître, ce futur? 2 jours seulement?
Alors, dans les ateliers du futur, on a la version sur 2 jours. J'ai par exemple développé ça il y a quelques mois avec une banque privée où on a réuni tous les gestionnaires de fortune et la direction m'a mandaté pour créer de manière collaborative des scénarios pour le futur de cette banque privée à horizon 2030-2040. Donc on a appliqué différentes méthodes et différents outils. Au bout d'une demi-journée, on avait déjà élaboré la vision de la banque privée, donc une phrase en quelques lignes, nous voulons être numéro 1 sur tel marché à horizon 10 ans. On a également fait l'inventaire des compétences de demain. On sait les qualités qu'on doit avoir aujourd'hui pour travailler, mais demain, ça va changer, en particulier avec l'IA. Et puis, on a fait des scénarios prospectifs. Donc, on a fait ce qu'on appelle du design fiction pour être capable de raconter une histoire en 2030-2040. Tout ça a été présenté à la direction générale qui a remercié et qui a compris que le futur ne se décide pas, ne se prévoit pas, mais le futur se construit de manière collaborative. Et à quel moment est-ce que la banque privée vous fait confiance à ce point pour établir aussi ce que sera le futur et ne vous dit pas « Bon, écoutez, mon bon monsieur, vous avez une vision du futur, tant mieux pour vous ». Vous voyez ce que je veux dire? Cette différence de confiance qui est essentielle. Oui, et vous faites bien de souligner ce mot de confiance, parce que dans la banque, c'est un élément déterminant. Voilà. Alors, il se trouvait que j'avais déjà fait des opérations de formation de cette banque, que je connais quelques dirigeants et associés et gestionnaires, donc ça a un peu aidé. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner un atelier du futur, mais on sait qu'on met les personnes ensemble pour créer quelque chose de nouveau et de différent. On fait un peu de design thinking et on a un processus qui se développe. Voilà. Et là, c'est un peu, si vous voulez, comme quand on va chercher des champignons. Des fois, on y va, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. C'est pas certain. Mais si vous avez votre coin et si vous êtes endurant, eh ben, vous allez en trouver. Et tôt ou tard, vous revenez le panier plein. Ça a l'air simple, dites donc, les ateliers du futur. JMG Formation, Jean-Marc Gouchetti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.